C'est ce que je vous dis, l'idée c'est, je pense qu'ils ont envie de faire la fête et de faire plaisir à leurs clients, quoi, tout simplement. Café, bar, restaurant, on rouvre,
mais pas comme avant. Un grand reportage de Thomas de Saint-Léger, réalisation Pierre Chaffange. International, il est 6h30 à Antananarive, 5h30 à Paris, 3h30 en temps universel. Édouard Benoît. Bonjour à tous, bon réveil, soyez les bienvenus dans cette première édition de l'actualité africaine. Un plan d'aide pour le secteur privé, des mesures sanitaires encore en place, désormais un peu plus légères. On est à Madagascar au début du journal. Détail des annonces du président Razoen hier soir, 5 foyers du Covid encore actifs sur la île. Le temps de travail va être légèrement rallongé. Rencontre historique hier à Djibouti. Le dirigeant somalien et celui du Somaliland pour une première entrevue, des photos, des symboles et du débit pour parler entre ces deux voisins. Jamais réussi à discuter les détails de la reddition d'Ali Boucheï. Pourquoi l'ancien chef Janjaweed s'est-il rendu aux autorités la semaine dernière? Il doit comparaître aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. La République démocratique du Congo également dans cette édition. L'ANR, Agence nationale des renseignements, accusée de torture dans le Tanganyika, et les députés qui demandent des hausses de salaire, une réclamation qui suscite l'indignation, vous l'entendrez. Une épidémie maîtrisée et des mesures sanitaires allégées dans plusieurs points du pays. Le président André Razoen prend une nouvelle fois la parole de façon malgache. 24 heures après la prorogation de 2 semaines de l'état d'urgence sanitaire, le chef de l'État a dévoilé hier des nouvelles règles un peu moins strictes qui doivent s'appliquer dans les 5 zones de la grande île où le virus circule le plus. Pour l'ensemble du pays, les chiffres officiels pour l'état de l'île, 272 malades, 10 décès. La prise de parole d'André Razoen a aussi donné les premiers détails en soutien au secteur privé. L'entreprise réclamait depuis des semaines. Le détail de ces annonces avec notre correspondante Laetitia. Un retour à la vie normale sur tout le territoire, sauf pour les 5 zones les plus touchées par le Covid-19. Les mesures sanitaires y sont tout de même allégées. Dans la Nalamangue, région où se situe la capitale Antananarivo, les habitants pourront travailler jusqu'à 17h et les transports fonctionner jusqu'à 19h. Des règles toujours en vigueur, mais moins strictes aussi pour Tamatave 1 et 2, Fénérivest et Muramang. Dans ces districts de l'Est du pays, les activités économiques peuvent se poursuivre jusqu'à 15h. Les rassemblements de plus de 50 personnes restent interdits dans toute l'île. Il faut rester unis, prudents et respecter les consignes pour combattre le coronavirus, a enjoint le chef de l'État André Razoen, qui considère toutefois que l'épidémie est contenue. Réclamée depuis des semaines par le secteur privé durement touché par la crise, le président a aussi annoncé quelques mesures de soutien aux entreprises. Un fonds de 40 millions de dollars sera débloqué au niveau de la Banque centrale pour leur permettre de faire des prêts à faible taux d'intérêt. Reporter plusieurs fois une réunion entre le secteur privé et la présidence est prévue après-demain. Laetitia Besan, Antananarivo, RFI. Autre précision chiffrée du chef de l'État, il explique qu'un plan de 1043 milliards d'ariards, soit 240 millions d'euros environ, a été inscrit dans la loi de finances rectificative. La somme devra servir à construire et à rénover des infrastructures comme des routes, des écoles ou encore des hôpitaux. Il y a eu des photos symboliques sur le tapis rouge et dans le palais présidentiel, place aujourd'hui aux discussions plus techniques et pour parler continu entre la Somalie et le Somaliland après la rencontre historique hier entre les deux voisins. Pour la première fois, le président somalien a rencontré le dirigeant du Somaliland, cette ancienne province de la Somalie britannique,
le gouvernement de Jubaland a rejeté les conditions trop limitées selon lui de cette reconnaissance. Ce lundi doit aussi marquer la première comparution d'Ali Koucheib devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le Soudanais, poursuivi pour crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au Darfour, il s'était rendu aux autorités centrafricaines qui l'ont transféré à la CPI il y a une semaine. Ce chef Janjaweed du Darfour était recherché par la justice internationale depuis près de 15 ans. Il avait traversé la frontière soudanaise en début d'année pour venir dans le nord-est de la Centrafrique. Et ce, au moment où de nouvelles alliances se faisaient jour au Soudan à la suite de la chute du président Omar el-Béchir. Charlotte Cosset, petit à petit, les détails qui ont conduit à la reddition d'Ali Koucheib commencent à se faire jour. Selon plusieurs sources concordantes, Ali Koucheib a passé quelque temps dans la ville de Birao, dans une famille de notables au début de l'année, avant de repartir dans la brousse. Mais des contacts avaient été pris et le message était passé. Le chef Janjaweed souhaitait se rendre à la justice internationale. Il aura fallu du temps, notamment pour s'assurer de son identité. Et c'est finalement le procureur général de Centrafrique, Eric Dié-Tambo, avec le soutien de la CPI et de la MINUSCA notamment, qu'il s'est rendu à Birao pour procéder à son arrestation officielle. Des témoins ont trouvé Ali Koucheib, âgé d'environ 70 ans, fatigué mais alerte. Eric Dié-Tambo assure que le chef Janjaweed s'est rendu contraint. Il n'avait plus le choix, affirme-t-il. Ali Koucheib a fait savoir au procureur qu'il préférait être jugé par la CPI plutôt qu'au Soudan, craignant que ses droits n'y soient pas respectés. Il aurait aussi eu peur que des familles des victimes puissent le traquer jusqu'à Birao, éloigné d'une petite centaine de kilomètres de la frontière. Accompagné jusqu'à Bangui par deux de ses fils, c'est à 7h25 mardi matin qu'Ali Koucheib a été remis aux autorités judiciaires de la CPI. Charlotte Cosset, Bangui, RFI. Plus de 50 morts avant-hier dans deux attaques dans le nord-est du Nigeria, deux attaques menées par un groupe djihadiste. Le premier assaut dans le village isolé de Goni Ousmanti. Des hommes armés à bord de pick-up et de d'armes se sont d'abord affrontés à une milice d'autodéfense. La deuxième attaque a eu lieu quelques heures plus tard, cette fois-ci dans un village qui abrite une base militaire et un camp de déplacés. 15 personnes qui ont cette fois-ci trouvé la mort. En République démocratique du Congo maintenant, une photo publiée sur les réseaux sociaux ravive les critiques contre des méthodes imputées à l'Agence nationale des renseignements. On y voit un jeune homme, le pantalon baissé et les fesses ensanglantées. Les faits se sont produits dans la province du Tanganyika. La victime a été admise à l'hôpital avant-hier soir et dans un état grave. Kamanda Wakamanda Muzembe, les organisations de la société civile ont mis en cause la nouvelle direction provinciale de l'ANR dans cette affaire de torture, contre lesquelles le gouvernement central avait pourtant promis une critique. En début de la semaine dernière, Ghislain Kibou a accompagné la famille fait des achats pour $700 dans le magasin local de Paris. Après avoir conclu l'affaire, il laisse ses coordonnées en marchant et 5 jours plus tard, c'était le samedi, lui et son ami sont arrivés à l'ANR. Mauvaise surprise à leur arrivée, explique l'avocat de Kibou, maître Joseph Munda, je le cite, dès leur arrivée, on les accuse d'être des contrefacteurs de produits. C'est le marchand qui aurait alerté le service. Après un interrogatoire infructueux, déclare maître Munda, Ghislain Kibou est alors soumis à la torture pour lui arracher des êtres. Les coups de fouet s'enchaînent sur son derrière dénudé. À la suite de ces traitements déclatants, l'intéressé est conduit à l'hôpital. Il risque de garder des séquelles toute sa vie, dit l'avocat. À Kalemi, capitale de la province du Tanganyika, les organisations de la société civile accusent le responsable provincial de l'ANR, nouvellement arrivé, d'avoir instauré la terreur. Ces associations demandent qu'il soit immédiatement relevé de ses fonctions. Selon le ministre national des droits humains, André Liter CPA, les responsables de ces exactions ont été interrogés et de rappeler la politique du gouvernement de tolérance zéro à l'égard des membres des forces de sécurité. Sujet d'indignation également en RD Congo, toujours cette demande de l'Assemblée nationale que sa présidente Janine Makunda a formellement transmise au Premier ministre. Les députés réclament une hausse de l'enveloppe mensuelle consacrée au fonctionnement de leur administration et ils demandent aussi une augmentation de leur salaire de plus de $2 000. Cette réclamation passe mal auprès de beaucoup de Congolais, alors que les finances déjà chancelantes du pays ont été déstabilisées encore un peu plus par la crise sanitaire. La lettre de Janine Makunda, présidente de l'Assemblée nationale, date du 21 mai 2020, mais la Chambre basse explique que les discussions autour de cette demande d'augmentation de salaire avaient commencé déjà à la session ordinaire de septembre 2019. Les $2 000 demandés devraient s'ajouter à un salaire d'environ $4 600 hors prime que les élus reçoivent. D'autres députés, dont les membres des commissions permanentes, touchent déjà un peu plus pendant les sessions parlementaires. Plusieurs activistes ont dénoncé cette démarche. Une campagne a même été lancée sur les réseaux sociaux pour demander aux députés de se prononcer publiquement contre cette augmentation. Du côté de l'opposition, la même demande a été faite. Joseph Mapanga, cadre de la plateforme La Route. Avec plus de $1 million qui vont
elle essaie de poursuivre chaque mois ses médecins concentrés et équipés. Chaque mois pour ça des places équipées. Du côté de la primature, certaines sources indiquent que rien n'est fait à ce stade. Et compte tenu du fait qu'il a transmis le dossier au vice-premier ministre en charge du budget la semaine dernière, le Premier ministre se tiendrait à la réduction du fonds des institutions. C'est donc l'Assemblée nationale qui a un collectif budgétaire quasiment réduit de 35%, doit être soumis bientôt, qui prendra seule la responsabilité de remonter ou pas les émoluments des députés. Passion d'économie, Kinshasa et RFI. Rwanda, la maison de l'opposante Victoire Ingabire a été perquisitionnée avant-hier dans le cadre d'une enquête sur des liens suspectés avec des groupes armés en dehors du pays. L'opposant assure qu'une dizaine d'enquêteurs ont fouillé sa maison entre 16h et minuit, qu'ils ont saisi ses téléphones portables. Ils sont ensuite revenus brièvement. Hier matin, l'opposant n'a pas été arrêté. Interrogée par RFI, Victoire Ingabire a dénoncé un harcèlement à l'encontre de son parti. La semaine dernière, elle avait déjà signalé la disparition d'un membre de son nouveau mouvement, d'Alpha Okoritsi. Enfin, du mouvement attendu dans plusieurs grands ports africains. L'arnaqueur français CMA-CGM va renforcer encore sa présence sur le continent par le biais de l'une de ses filiales logistiques, Seva Logistics précisément. Elle vient de signer un accord pour prendre une participation majoritaire dans la société AMI Worldwide, société installée à Dubaï. Elle est déjà présente dans quasiment tous les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Précision Stanislas Daishimier. L'opération doit être bouclée le 1er juillet. Elle permettra au groupe Seva, spécialisé dans la logistique de transport des marchandises, de s'installer de façon très significative en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Mathieu Friedberg, directeur général de Seva Logistics. C'est un investissement de taille, ça permet de nous positionner comme un opérateur de référence sur le continent africain, ce qui est nous dans l'axe de notre stratégie de développement, particulièrement en Afrique. CMA-CGM est présent dans l'intégralité des pays africains, à l'exception de la Centrafrique, pas en propre, mais autrement nous avons nos propres agences partout en Afrique. Il était naturel que ces filiales logistiques viennent compléter le dispositif maritime. Cette opportunité s'est présentée, ça nous permet en fait d'accélérer notre positionnement. Ce sont plus de 1000 salariés en Afrique orientale et australe qui auront désormais Seva Logistics comme employeurs. La société fait une projection de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le continent, où elle passe d'une vingtaine de pays desservis directement à 41. Après une année 2019 difficile, CMA-CGM a dégagé des bénéfices de quelques dizaines de millions d'euros au premier trimestre 2020, mais pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, le groupe, basé à Marseille, a obtenu le mois dernier auprès des banques un prêt d'1,50 milliard d'euros, garanti à 70% par l'État français. Stanislas Daishimier du service éco de RFI à Paris, il est 5h43.